ma famille avait prévu de m'abandonner en Europe. À l'aéroport, mon frère a déchiré mon passeport pendant que mes parents prenaient mon sac à main et embarquaient sans moi. Je n'avais pas de téléphone, pas d'argent et nulle part où aller. Une inconnue s'est penchée et a murmuré « Faites-moi confiance ». Exactement une minute plus tard, la sécurité de l'aéroport a encerclé. Mon nom est Jessica Bellamy et j'avais 27 ans quand ma famille a essayé de m'effacer de ma propre vie dans un aéroport. Nous étions à la porte d'embarquement international pour un vol vers Genève quand mon frère m'a arraché le passeport de la main. Il n'a pas discuté, n'a pas hésité, ni même paru en colère. Il l'a simplement déchiré au niveau de la page photo, a laissé tomber les morceaux à mes pieds et a dit « Maintenant, tu ne peux plus t'interposer ». Avant que je puisse bouger, ma mère m'a arraché mon sac à main de l'épaule. Mon téléphone, mon portefeuille, mes clés et mes papiers d'identité étaient à l'intérieur. C'est à ce moment-là que j'ai compris que le voyage n'avait jamais eu pour but de réparer notre famille. Il m'avait voulu en Europe, loin de mes comptes, de mon avocat et de la fiducie que ma grand-mère avait laissée à mon nom. Quand j'ai résisté au dernier moment, ils ont changé de plan et m'ont abandonné sur place. Je n'avais pas de téléphone, pas d'argent, et un passeport détruit éparpillé sur la moquette pendant que la sécurité de l'aéroport se dirigeait vers moi. Puis une femme que je n'avais jamais vue s'est approchée de moi et a murmuré « Faites-moi confiance », n'expliquez rien pour l'instant. Exactement une minute plus tard, des agents de sécurité ont encerclé ma famille à la porte d'embarquement. Un agent a pris le sac à main de ma mère. Un autre a ordonné à mon frère de placer ses mains bien en vue. Mon père s'est tourné vers moi et pour la première fois de la journée, il a eu l'air effrayé. Avant de vous dire pourquoi cet inconnu connaissait déjà mon nom et ce que la sécurité de l'aéroport a trouvé dans le sac de ma mère, dites-moi quelle heure il est où vous êtes, d'où vous regardez et quel temps il fait là-bas. Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. La femme gardait une main légèrement posée sur mon coude pendant que les agents séparaient ma famille de la file d'embarquement. Ne les laissez pas vous entraîner dans une dispute, dit-elle. Tout est enregistré ici. De l'autre côté de la porte, mon frère protestait bruyamment, insistant sur le fait que le passeport était déjà endommagé et que ma mère n'avait pris le sac à main que parce que j'étais émotionnellement instable. Mon père a ajouté que j'avais fait une scène parce que je ne voulais pas que l'entreprise familiale soit refinancée. Leur histoire est arrivée trop vite, trop fluidement, comme s'ils l'avaient répété. La femme à côté de moi s'est penchée plus près. Cette explication est pour les caméras, pas pour vous. Un officier de la police de l'aéroport a ramassé les morceaux de passeport déchirés, puis m'a posé une question à la fois. Le passeport était-il le mien? Avais-je donné à quelqu'un la permission de le détruire? Avais-je autorisé ma mère à prendre mon sac à main? J'ai répondu non. Ma voix tremblait, mais je ne me suis pas éparpillé. L'inconnu avait eu raison. Chaque détail comptait. Quand l'officier a ouvert mon sac à main devant moi, mon portefeuille et mon téléphone étaient là, mais il y avait aussi une épaisse enveloppe que je n'avais jamais vue. À l'intérieur se trouvaient des copies de mon accord de fiducie, une procuration de vote temporaire et une déclaration notariée affirmant que j'avais volontairement transféré le contrôle de mes parts dans le Bellamy Lodging Group à mon père pour une durée de 2 ans. La signature ressemblait à la mienne de loin. De près, elle était fausse. Je le savais parce que j'avais passé 3 ans à examiner les contrôles financiers pour la même entreprise que ma famille essayait de me prendre. Mon frère a cessé de crier quand l'officier a brandi les papiers. Ma mère est devenue blême. Mon père a fixé l'inconnu à côté de moi et a dit « vous ». Ce seul mot a tout changé. Elle s'est finalement présentée comme étant Meredith Sloan, une avocate et la protectrice de fiducie indépendante désignée dans le plan successoral de ma grand-mère. Meredith a dit aux officiers qu'elle avait surveillé une tentative de prêt d'urgence garantie par les actifs de ma fiducie. Le prêteur lui avait envoyé un avis de courtoisie parce que la fiducie exigeait une vérification indépendante pour tout transfert supérieur à $1 million. Mon père avait prétendu que je signerais les documents finaux à Genève. Meredith s'était envolée pour Chicago pour empêcher la réunion, mais elle ne s'attendait pas à ce que ma famille s'expose si ouvertement à la porte d'embarquement. Ils n'ont pas planifié cela aujourd'hui, me dit-elle. Aujourd'hui n'était que la date limite. Mes parents ont été conduits dans une salle d'interrogatoire privée. Mon frère a été emmené séparément après qu'un officier a visionné la vidéo de sécurité, le montrant en train de saisir et de déchirer mon passeport. Chaque geste aimable ressemblait maintenant à une préparation. Meredith m'a tendu mon téléphone, mais m'a demandé de ne pas le déverrouiller avant que la police ait photographié l'enveloppe et préservé les preuves.
Votre famille pourrait encore avoir accès à vos courriels, à votre stockage en nuage et à vos profils bancaires, dit-elle. Nous devons supposer qu'ils connaissent vos mots de passe, vos routines et les souvenirs qui vous font baisser la garde. Cet avertissement m'a fait plus mal que le passeport déchiré. Une inconnue me disait la vérité que ma famille avait cachée au grand jour. Il m'avait étudié non pas pour me protéger, mais pour apprendre à me contrôler. Quand la porte d'embarquement s'est finalement fermée et que l'avion est parti sans aucun de nous, mon père exigeait toujours que je retire ma plainte. À travers la paroi vitrée de la zone d'interrogatoire, il a articulé « Tu détruis cette famille ». Meredith l'a observé, puis m'a regardé. « Non, Jessica. Vous interrompez ce qu'il prévoit de vous faire. » Elle a ouvert une fine chemise en cuir et en a sorti une lettre scellée portant l'écriture de ma grand-mère. Sur le devant, il y avait 6 mots. Pour Jessica, quand ils choisiront finalement l'argent. Nous n'avons quitté la porte d'embarquement qu'après que la police de l'aéroport m'a rendu mon sac à main et m'a donné un reçu de propriété pour les documents falsifiés. Ma famille n'a pas été formellement inculpée cet après-midi-là, mais ils n'ont pas été autorisés à poursuivre leur voyage et les preuves ont été transmises pour une enquête plus approfondie. Meredith m'a emmené dans une salle de conférence tranquille à l'intérieur de l'hôtel de l'aéroport. Elle a commandé du thé, a placé la lettre de ma grand-mère entre nous et m'a dit que je pourrais l'ouvrir quand je serais prête. Je voulais la déchirer, mais mes doigts refusaient de bouger. Ma grand-mère avait bâti le Bellamy Lodging Group à partir de 2 auberges de bord de route pour en faire une entreprise régionale comptant 12 établissements. Quand elle est décédée 4 ans plus tôt, elle m'a laissé 38% des actions avec droit de vote en fiducie, à mon frère 20% en pleine propriété et les actions restantes partagées entre mes parents. La lettre expliquait tout. Ma grand-mère écrivait qu'elle avait découvert que mon père utilisait des garanties de l'entreprise pour des prêts personnels et l'avait forcé à annuler les transactions. Elle pensait qu'il essaierait de nouveau après sa mort. Elle savait aussi que mon frère m'en voulait parce que j'avais été formé en finance et en conformité alors qu'on lui avait donné un titre de direction sans l'avoir mérité. Ils te diront que la loyauté exige le silence, écrivait-elle. Ils qualifieront ta prudence d'égoïste et leur désespoir de sacrifice. Ne confonds pas le fait d'être utile à quelqu'un avec le fait d'être aimé par cette personne. J'ai dû arrêter de lire. Un souvenir a surgi si vivement que je pouvais entendre les couverts de ce soir-là, 2 ans plus tôt. Mon père m'avait demandé d'approuver un nouveau projet hôtelier près de Denver. Quand j'ai remis en question les revenus projetés, mon frère a ri et a dit que j'étais jalouse parce que c'était lui qui avait trouvé l'affaire. Ma mère m'a accusé de le mettre dans l'embarras. J'ai approuvé un budget préliminaire plus modeste juste pour mettre fin à la dispute. 6 mois plus tard, le projet a perdu près de $800 000. Ils ont blâmé les conditions du marché. Je me suis blâmé d'avoir cédé à la pression. Meredith a attendu que j'aie fini la lettre. Puis elle m'a montré la clause que ma grand-mère avait créée. Si un bénéficiaire tentait de me contraindre, de se faire passer pour moi, de m'isoler ou de me priver illégalement de l'accès à mon identité ou à mes documents de fiducie, Meredith pouvait suspendre temporairement tous les transferts impliquant des actifs de la fiducie et convoquer un examen d'urgence. Ce n'était pas magique, et cela ne me rendait pas automatiquement puissante. Cela nous donnait 72 heures pour prouver ce qui s'était passé avant que le prêteur ne débloque les fonds. La réunion de Genève était prévue pour le lendemain matin. Ma famille avait prévu d'utiliser la fausse procuration, mes papiers d'identité et une déclaration vidéo qu'ils comptaient me forcer à enregistrer à l'étranger. Leur plan initial, selon Meredith, était de m'emmener dans un chalet loué après la réunion, de confisquer mon téléphone et de me laisser là sous prétexte que j'avais besoin de temps pour me calmer. Le passeport détruit avait été une punition improvisée après que j'ai refusé de signer un dossier au petit déjeuner. Mon père l'avait fait glisser sur la table près de notre porte d'embarquement en l'appelant en papier d'assurance voyage. J'avais remarqué une page intitulée Autorisation de vote et je l'avais repoussée. Le visage de mon frère avait changé. 10 minutes plus tard, il déchirait mon passeport. Meredith m'a demandé si j'étais prête à ouvrir mon ordinateur portable professionnel et à examiner les transactions récentes de l'entreprise. Mon ordinateur était dans mon appartement et mes clés m'avaient été rendues avec mon sac à main. Mais rentrer à la maison semblait dangereux. Mon frère avait un double des clés. Mes parents connaissaient le code de l'immeuble. Plus important encore, ils savaient que je chercherais des preuves. Meredith a pris des dispositions pour qu'une société de sécurité agréée nous rejoigne, vérifie mon bail et mes papiers d'identité, change le cylindre de la serrure et documente l'état de l'appartement avant que nous n'entrions. Pendant le trajet,
mon téléphone s'est rempli de messages. Ma mère a écrit que j'avais mal compris. Mon père a écrit que l'entreprise s'effondrerait à cause de mon caprice. Mon frère n'a envoyé qu'une seule phrase. Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de commencer. J'ai fait des captures d'écran, exporté les messages et les ai envoyés à Meredith. Puis une autre notification est apparue depuis la plateforme comptable de l'entreprise. Un administrateur avait tenté de désactiver mon accès 12 minutes après que la sécurité de l'aéroport les a arrêtés. La demande provenait des identifiants de mon frère. J'ai senti quelque chose se calmer en moi. Jusque-là, une partie de moi avait encore espéré qu'ils avaient paniqué, agi de manière irrationnelle et qu'ils retrouveraient la raison. Mais pendant qu'ils étaient interrogés, ils essayaient toujours de m'effacer. Je sais où se trouvent les sauvegardes, ai-je dit. Et je sais ce qu'ils ont oublié à propos de notre piste d'audit. Meredith a levé les yeux depuis le siège passager. Qu'ont-ils oublié? J'ai verrouillé mon téléphone et j'ai regardé la ville défiler à l'extérieur. Que c'est moi qui l'ai conçue. Le technicien de sécurité nous a rejoints dans le hall de mon immeuble, a vérifié mon bail par rapport à mes papiers d'identité récupérés. A photographié la serrure existante et l'a changée pendant qu'un deuxième technicien inspectait l'appartement à la recherche de caméras ou d'entrées non autorisées. C'est alors que j'ai remarqué que la photo encadrée à côté de mon bureau avait été légèrement tournée vers le mur. Derrière elle se trouvait une petite carte de stockage collée sous le cadre. Mon ordinateur portable professionnel affichait 3 tentatives de connexion infructueuses depuis le réseau public de l'aéroport et une demande de réinitialisation de mot de passe réussie, initiée par le compte administrateur de l'entreprise. Heureusement, l'administrateur pouvait désactiver mon accès au système en direct mais pas altérer l'archive d'audit immuable que notre assureur externe exigeait. J'ai connecté la carte de stockage, ouvert l'archive et recherché des transactions impliquant la fiducie, le prêteur de Genève et une société que je ne reconnaissais pas. Nordstar Renewal Holdings. Sur une période de 18 mois, mon père avait autorisé des paiements de conseil à Nordstar totalisant 1,6 million de dollars. Ma mère, qui présidait le comité de rémunération, les avait approuvés. Mon frère avait créé des bons de commande décrivant des études de marché, des examens d'architecture et des services d'expansion internationale. Nordstar n'avait aucun employé, aucun bureau et aucune histoire avant le premier paiement. Son gérant enregistré était un avocat qui avait représenté mon frère dans une affaire immobilière privée. L'argent avait ensuite été transféré sur des comptes liés au projet de développement raté de mon père et à la propriété d'investissement personnel de mon frère. Meredith a convoqué une réunion d'urgence avec la banque de la fiducie, l'auditeur externe et les membres indépendants du conseil d'administration. J'ai exporté les journaux, préservé les métadonnées et rédigé une chronologie commençant par la première facture de Nordstar. Toutes les quelques minutes, un autre message de ma famille apparaissait. Mon frère a envoyé une photo de la façade de mon immeuble avec le message « Nous devons parler face à face ». La sécurité a examiné les caméras du hall et l'a trouvé dehors 20 minutes plus tôt, se disputant avec le portier parce que sa clé ne fonctionnait plus. La police a été prévenue et un patrouilleur a documenté le message. Je ne lui ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai cherché plus profondément. Le dossier le plus dommageable n'était pas un enregistrement de paiement. C'était un projet de mémo stratégique sauvegardé sous le compte de ma mère. Le document me décrivait comme une bénéficiaire minoritaire résistante et énumérait des méthodes pour obtenir ma coopération, pression émotionnelle, isolement temporaire lors de voyages internationaux, restriction de l'accès à la communication et, si nécessaire, une requête affirmant que j'étais incapable de gérer des décisions financières complexes. En pièces jointes se trouvaient des notes sur mes séances de thérapie après la mort de ma grand-mère. Ma mère avait pris un deuil privé et l'avait converti en munition juridique. Meredith a fermé l'ordinateur portable. Vous n'êtes pas obligé de continuer ce soir. Je l'ai rouvert. Si, je le suis. Il comptait sur le fait que je sois trop blessé pour regarder. Le fichier suivant prouvait que la confrontation à l'aéroport avait été anticipée. Mon frère avait réservé une voiture aller simple de Genève à un chalet près de la frontière française à mon nom, tandis que les billets de retour pour le reste de la famille partaient de Zurich 3 jours plus tard. Il n'y avait pas de billet de retour pour moi. Les instructions de réservation demandaient au chauffeur de récupérer mon téléphone pour le garder en lieu sûr pendant le séjour. Mon père avait également programmé une consultation psychiatrique à distance en utilisant mon adresse email, probablement pour créer un dossier indiquant que j'étais angoissée et confuse. Leur plan n'était pas de me faire du mal physiquement. C'était de m'isoler,
de fabriquer de l'inquiétude et de faire en sorte que chaque objection ressemble à une preuve de mon instabilité. À minuit, les administrateurs indépendants se sont joints à un appel sécurisé. J'ai présenté les paiements de Nordstar, la fausse procuration, les journaux d'accès et les documents de voyage. Mon père a essayé de se joindre en utilisant ses identifiants d'entreprise, mais Meredith l'a bloqué car l'examen concernait des allégations de faute professionnelle de la part de la direction. 10 minutes plus tard, il a envoyé un email à toute l'entreprise m'accusant d'organiser une prise de contrôle hostile avec un avocat extérieur. Le conseil d'administration a voté pour placer mon père et mon frère en congé administratif, suspendre l'autorité du comité de ma mère, geler tous les transferts non essentiels et commander un audit jury comptable. C'était temporaire, mais c'était la première conséquence à laquelle ils aient jamais été confrontés que je n'ai pas adouci pour eux. À 1h17 du matin, mon frère a appelé d'un numéro inconnu. J'ai répondu sur haut-parleur pendant que Meredith notait l'heure et l'informait que l'appel pourrait être enregistré. Sa voix était basse. Tu penses que ces dossiers te rendent puissante? Grand-mère t'a laissé des actions, pas la famille. Quand cette entreprise s'effondrera, tout le monde saura que c'est parce que tu as choisi la vengeance. J'ai regardé l'écran rempli de paiements à sa société écran. Non, Adrien, ai-je dit, en utilisant son nom pour la première fois cette nuit-là. L'audit montrera exactement qui a choisi quoi. Il est resté silencieux. Puis il a dit quelque chose qui a révélé à quel point il me comprenait peu. Tu ne laisseras pas maman et papa tout perdre. Il ne faisait pas appel à mon amour. Il comptait sur la culpabilité qu'il m'avait inculquée. Pendant des années, cette phrase aurait fonctionné. Cette fois, j'ai mis fin à l'appel. Quelques minutes plus tard, l'auditeur a envoyé par email une découverte urgente. Quelqu'un avait tenté de transférer 900 000 $ supplémentaires d'un compte de réserve de l'entreprise pendant que ma famille était détenue à l'aéroport. Le transfert avait échoué à cause du gel. Le compte de destination appartenait à Nordstar. Le code d'autorisation provenait du téléphone de ma mère. Au matin, notre trahison familiale était devenue une crise d'entreprise. La réunion d'urgence du conseil d'administration s'est tenue dans un cabinet d'avocats du centre-ville car personne ne faisait confiance au siège de l'entreprise. Meredith représentait la fiducie. J'y ai assisté en tant qu'actionnaire avec droit de vote et en tant que personne dont l'identité avait été utilisée dans la fausse procuration. Mon père est arrivé avec un avocat spécialisé en contentieux et l'assurance d'un homme habitué à entrer dans des pièces qu'il croyait posséder. Adrien est arrivé en dernier. La police de l'aéroport l'avait relâché en attendant une enquête plus approfondie, mais la marque rouge autour de son poignet due à la contention temporaire était encore visible. Il m'a regardé comme si c'était moi qui l'avais mise là. Avant le début de la réunion, ma mère a demandé 5 minutes en privé. Meredith l'a déconseillé, mais j'ai accepté à la condition que la conversation ait lieu dans la salle de conférence vitrée avec les avocats présents. Ma mère s'est assise en face de moi et a joint ses mains. Puis elle s'est penchée en avant et a murmuré, « Ta grand-mère t'a rempli la tête de suspicion. Elle t'a fait croire qu'être prudente était la même chose qu'être forte. » J'ai fixé la femme qui avait préparé mes déjeuners, assisté à mes remises de diplômes et instrumentalisé mon deuil. Non, ai-je dit. Elle m'a appris que l'amour devrait survivre à une question. L'expression de ma mère s'est durcie. Si tu continues, ton père pourrait aller en prison. Adrien pourrait perdre sa carrière. Nous pourrions perdre la maison. Est-ce ce que tu veux? Je lui ai dit que je voulais un dossier exact, des décisions légales et plus aucun accès à mon identité. Ce qui se passerait ensuite appartiendrait aux personnes qui avaient fait les choix. Elle m'a traité de froide. Je lui ai rappelé qu'elle avait embarqué dans un avion avec mon sac à main pendant que je me tenais à côté d'un passeport détruit. La réunion a commencé à 9h. Les auditeurs jury comptables ont présenté des résultats préliminaires montrant 2,4 millions de $ de paiements douteux, des rapports de fournisseurs falsifiés, des procès-verbaux du conseil d'administration modifiés et une tentative d'utilisation des actifs de ma fiducie comme garantie. Le prêteur a confirmé que mon père avait présenté la procuration comme authentique et leur avait dit que je me présenterais à Genève pour la ratifier. L'avocat de mon père a soutenu que des arrangements familiaux internes étaient présentés à tort comme une fraude. Puis Meredith a produit le reçu de propriété de l'aéroport, l'avis de préservation des enregistrements de sécurité et l'enveloppe originale récupérée dans mon sac à main. Elle a également invoqué la clause de protection de la fiducie de ma grand-mère, suspendant tout vote des actionnaires familiaux sur les questions concernant ma fiducie jusqu'à ce que l'examen indépendant soit terminé.
Leur vote étant restreint et les administrateurs indépendants alignés, le conseil avait l'autorité d'agir. Mon père a finalement perdu son sang-froid. Il a accusé Meredith d'avoir manipulé une vieille femme et m'a accusé d'avoir planifié cette prise de contrôle depuis des années. J'ai presque ri de l'absurdité. 24 heures plus tôt, je croyais que nous partions en vacances. Le conseil m'a demandé de présenter la piste d'audit. J'ai montré comment les factures de Nordstar étaient générées, approuvées et payées, comment les descriptions étaient copiées d'un mois à l'autre, comment les fichiers étaient antidatés et comment le compte administrateur a tenté de supprimer mon accès après l'incident de l'aéroport. Puis j'ai affiché les réservations de voyage et le projet de requête en incapacité. L'ambiance dans la salle a changé. Avant ce moment, certains administrateurs avaient vu des dirigeants imprudents essayant de sauver une entreprise. Maintenant, ils voyaient une famille construire une fausse histoire sur l'un de ses propres membres. Un administrateur, qui me connaissait depuis mon adolescence, a enlevé ses lunettes et a demandé à mon père si les documents étaient authentiques. Mon père a refusé de répondre. Adrien l'a fait. Il a dit que le mémo n'était qu'un plan de secours et que personne n'avait l'intention de l'utiliser à moins que je ne devienne impossible. Cette phrase a mis fin à toute chance qu'ils avaient de présenter le mémo comme inoffensif. Le conseil a voté pour licencier Adrien pour faute grave, révoquer mon père de son poste de directeur général, suspendre ma mère de tous ses rôles de gouvernance et transmettre les conclusions de l'audit aux forces de l'ordre, aux assureurs et aux services de fraude de la banque. Le téléphone et l'ordinateur portable professionnel de mon père ont été collectés. On a ordonné à Adrien de rendre ses cartes d'accès et de quitter le bâtiment. Ma mère a demandé si la maison serait protégée car elle avait personnellement garanti l'un des prêts de développement. Le représentant de la banque lui a dit que cette question serait traitée après la traçabilité complète des fonds. Pour la première fois, elle a semblé comprendre que la pression familiale ne pouvait pas contrôler un contrat. Pourtant, la réunion n'a pas été la victoire que les gens imaginent quand ils entendent une histoire de vengeance. Le deuil n'a pas disparu simplement parce que la vérité était utile. Alors que la sécurité les escortait dehors, mon père s'est retourné et a dit « Cette entreprise mourra sans moi ». J'ai répondu « Alors l'audit nous dira si vous la dirigiez ou si vous vous en nourrissiez ». Le conseil d'administration indépendant a nommé un directeur général par intérim et m'a demandé de présider un comité spécial de redressement. J'ai accepté seulement après avoir exigé que chaque décision soit examinée de manière indépendante. Je ne remplacerai pas une dictature familiale par une autre. Cet après-midi-là, les auditeurs ont trouvé le premier actif majeur acheté avec les fonds de Nordstar, un condominium de luxe titré par le biais d'une deuxième société liée à Adrien. La date d'achat était 3 semaines après qu'il a dit aux employés qu'il n'y aurait pas de primes annuelles parce que l'entreprise était en difficulté. L'histoire n'était plus confinée à notre famille. Des centaines de travailleurs avaient payé pour son style de vie sans le savoir. Ma colère est devenue plus nette après cela. Je ne me battais pas pour un héritage. Je protégeais des gens qu'ils avaient traités comme des numéros. Juste avant le coucher du soleil, Meredith a reçu un appel du procureur qui examinait les preuves de l'aéroport. Les enquêteurs avaient obtenu un mandat pour les appareils connectés à la fausse procuration et à la tentative de transfert. Elle a écouté, les a remerciés et m'a regardé. Ils ont trouvé un fil de discussion entre trois, a-t-elle dit. Le titre du fil est Solution Genève. Les messages de la Solution Genève ont supprimé le dernier espace pour le déni. Pendant 4 mois, mes parents et Adrien avaient discuté de la manière d'obtenir ma signature, de me tenir à l'écart des conseils indépendants et de la manière de me décrire si je résistais. Ma mère a suggéré d'utiliser l'anniversaire de la mort de ma grand-mère pour me rendre émotionnellement dépendante de la famille. Mon père a proposé le voyage international parce qu'il pensait que je serais moins susceptible de contacter un avocat américain depuis l'étranger. Adrien a écrit que si je refusais à l'aéroport, il devrait prendre mon téléphone et mes papiers d'identité assez longtemps pour finaliser la réunion avec le prêteur sans moi. Il a également plaisanté en disant que je me figerais et pleurerais avant de jamais se battre. L'audit jury comptable s'est étendu. Les enquêteurs ont retracé 3,1 millions de dollars via Nordstar et des entités liées. La banque a accéléré les prêts liés à de fausses certifications. Notre assureur a réservé ses droits en vertu de la police sur la faute professionnelle des dirigeants. J'aurais pu utiliser la crise pour forcer une vente, prendre la valeur de ma fiducie et laisser tout le monde derrière. Au lieu de cela, le comité de redressement a vendu le projet de développement inachevé de Denver, a mis fin à 2 contrats de gestion non rentables et a négocié un statu quo temporaire avec la banque.
J'ai rencontré des chefs de département qui avaient été ignorés par mon père et j'ai appris que nos propriétés les plus solides étaient toujours rentables. L'entreprise n'avait pas besoin d'une autre expansion spectaculaire. Elle avait besoin d'honnêteté, de dépenses disciplinées et de dirigeants qui ne facturaient pas leurs ambitions privées à tout le monde. 3 semaines après l'incident de l'aéroport, les procureurs ont déposé des accusations liées à la fraude à l'identité, à la tentative de fraude financière, au vol de biens personnels et à la destruction de mon passeport. J'ai témoigné, répondu aux questions et refusé toute demande d'adoucir ma déclaration. L'avocat d'Adrien a proposé une réunion d'excuses privées en échange d'une lettre décrivant l'incident du passeport comme un malentendu familial. J'ai refusé. Mon père a demandé par l'intermédiaire de son avocat si je soutiendrais un règlement civil qui maintiendrait le nom de l'entreprise hors des tribunaux. J'ai dit que toute résolution devait inclure le remboursement intégral, le retrait permanent de la direction, la restitution des actifs acquis de manière inappropriée et une coopération sincère avec les enquêteurs. Ma mère a envoyé une lettre manuscrite. Sur 6 pages, elle a décrit tout ce qu'elle avait sacrifié pour la famille. Les excuses sont apparues dans le dernier paragraphe et ont été suivies immédiatement par une demande de protéger la maison. J'ai retourné la lettre à mon avocat sans répondre. La maison avait été achetée des années plus tôt, mais mes parents l'avaient refinancée 2 fois pour financer des projets spéculatifs et avaient personnellement garanti des dettes liées à Nordstar. Finalement, elle a été mise sur le marché dans le cadre d'un règlement plus large avec la banque. Le condominium d'Adrien a été gelé puis vendu pour récupérer les fonds de l'entreprise. Son association professionnelle a ouvert une enquête éthique et le conseil d'administration a notifié aux futurs employeurs qu'il avait été licencié pour faute grave. Mon père a accepté une interdiction à vie d'occuper un poste de direction ou fiduciaire dans l'entreprise. Ma mère a démissionné des fondations et des conseils communautaires qu'il avait présentés comme un modèle de leadership responsable. Ces conséquences comptaient pour eux car la réputation avait toujours été leur deuxième monnaie. La première était ma volonté de les secourir. Ils ont perdu les deux. 6 mois plus tard, une résolution pénale négociée a été atteinte après que les preuves des appareils et les dossiers financiers ont rendu le risque d'un procès impossible à ignorer. Adrien a plaidé coupable aux accusations liées aux documents falsifiés et à l'incident de l'aéroport, a reçu une peine privative de liberté suivie d'une libération surveillée, et a été condamné à payer une restitution. Mon père a plaidé coupable d'infraction financière, a reçu une peine incluant l'incarcération et une restitution substantielle, et a renoncé à ses parts restantes dans l'entreprise dans le cadre du règlement civil. Ma mère a évité l'incarcération en vertu d'un accord de coopération, mais a reçu un sursis avec mise à l'épreuve, des travaux d'intérêt général, des obligations de restitution et une interdiction permanente d'exercer des fonctions de surveillance financière. Il y a eu des mois de dépôt, d'entretien, d'audit et de matin où je me suis réveillé avant l'aube en me demandant si j'étais allé trop loin. Les conséquences n'étaient pas quelque chose que j'avais inventé pour eux. C'était le coût attaché aux actions qu'ils croyaient que je cacherais. L'entreprise a survécu. Nous l'avons rebaptisée sans le nom de la famille Bellamy, avons promu des gestionnaires immobiliers expérimentés, créé un conseil consultatif des employés et publié des contrôles financiers audités. Je ne suis pas devenue directrice générale. J'en savais assez sur le pouvoir pour éviter de prendre un rôle simplement parce que j'avais gagné un combat. Au lieu de cela, je suis restée présidente du comité de redressement jusqu'à ce que le conseil indépendant engage un dirigeant qualifié de l'extérieur de la famille. Ma fiducie a conservé ses parts, mais j'ai placé mes décisions de vote sous un processus d'examen transparent. Meredith est devenue plus qu'une avocate, bien que jamais de la manière sentimentale dont les histoires forcent parfois des étrangers à devenir des familles de remplacement. Elle me mettait au défi lorsque je confondais punition et protection. Elle refusait de me laisser prendre des décisions sous le coup de la colère. Un soir, après une réunion du conseil d'administration, elle m'a tendu la dernière page de la lettre de ma grand-mère, qui avait été scellée séparément. Elena avait écrit, « Le jour viendra peut-être où ils perdront les privilèges qu'ils prenaient pour des droits. Ne leur rendez pas ces privilèges simplement parce que leur perte les rend polis. » J'ai compris alors pourquoi ma grand-mère avait choisi Meredith. Elle n'avait pas arrangé les choses pour que quelqu'un me sauve. Elle avait arrangé les choses pour que quelqu'un me rappelle que j'avais le droit de me sauver moi-même. La confrontation finale est arrivée de manière inattendue. La maison de mes parents avait été vendue et j'y suis allé avec une équipe d'inventaire approuvée par le tribunal pour récupérer quelques photos de famille et les papiers personnels de ma grand-mère. Ma mère attendait dans la salle à manger vide. Elle paraissait plus petite, mais ses premiers mots portaient toujours sur ce qui lui était arrivé. « Tu as tout eu, dit-elle.
L'entreprise, la fiducie, le respect. Est-ce que ça valait la peine de perdre ta famille? J'ai déposé la boîte de recettes de ma grand-mère dans une caisse. J'ai perdu ma famille à l'aéroport, ai-je dit. Tout ce qui a suivi n'était que de la documentation. Elle a tressailli et m'a demandé si je pourrais un jour lui pardonner. Je lui ai dit que le pardon n'était pas une clé, un code bancaire, un siège au conseil d'administration ou une invitation à revenir dans ma vie. Peut-être qu'un jour je libérerai complètement la colère. Cela ne signifiait pas que je restaurerais l'accès. J'ai laissé le silence s'installer. Quand je suis sorti, Meredith attendait près de la voiture. Ma mère n'a pas suivi. Pour la première fois de ma vie, j'ai quitté une confrontation familiale sans emporter les émotions de tout le monde à la maison. 1 an après l'aéroport, je suis retourné seul à O'Hare. J'avais un passeport de remplacement, une valise et un billet pour Genève. Le voyage n'avait rien à voir avec des prêteurs, des procurations falsifiées ou une réconciliation familiale. Le nouveau directeur général de notre entreprise avait été invité à prendre la parole lors d'une conférence sur l'hôtellerie responsable, et je participais à une table ronde sur la gouvernance dans les entreprises familiales. Le traumatisme avait transformé l'aéroport en symbole, mais le lieu lui-même ne m'avait jamais trahi. Des gens l'avaient fait. Cette distinction était importante car elle signifiait que je n'avais pas à abandonner chaque lieu, tradition ou rêve qu'ils avaient touché. Avant d'embarquer, je me suis assise avec Meredith pour le petit déjeuner. Elle avait son propre vol plus tard ce matin-là et prétendait que le moment était une coïncidence, bien que je sache que non. Elle m'a demandé si je regrettais d'aller à Genève après tout ce qui y était associé. Non, ai-je dit. Ils l'ont choisi comme l'endroit où je perdrais le contrôle. Je le choisis comme un endroit où je parle pour moi-même. J'ai appris que j'avais passé des années à traduire la manipulation en responsabilité. Quand mon père ignorait les limites financières, j'appelais cela de l'ambition. Quand ma mère punissait les questions par le silence, j'appelais cela de la déception. Quand Adrien se moquait de mon travail et exigeait mon approbation, j'appelais cela de la rivalité fraternelle. Nommer les comportements avec précision ne me rendait pas cruel. Cela me rendait plus difficile à utiliser. La vente du projet de Denver et les actifs récupérés ont remboursé une part importante des pertes. Nous avons mis en place un canal de signalement confidentiel qui contournait les dirigeants et chaque transaction majeure avec des parties liées exigeait un examen indépendant. J'ai également utilisé une partie de mon héritage personnel pour créer le programme d'indépendance financière Elena Bellamy, qui offrait des ateliers gratuits sur les contrats de base, la protection de l'identité, le contrôle financier coercitif et la planification successorale. Ma grand-mère avait vu le danger avant moi, et son avertissement m'avait donné le temps de réagir. Les affaires judiciaires de ma famille se sont terminées, mais nos relations n'ont pas redémarré. Adrien a écrit 2 fois depuis sa détention. La première lettre blâmait notre père. La seconde semblait plus honnête. Il a admis que détruire mon passeport lui avait donné un sentiment de puissance parce qu'il avait passé des années à croire que mes actions le rendaient moins important. Il a dit qu'il s'attendait à ce que je panique et que je le protège ensuite. J'ai cru cette partie. Je n'ai pas répondu. Mon père a envoyé des nouvelles par l'intermédiaire de son avocat sur les paiements de restitution et ses problèmes de santé. Je n'ai accusé réception que de ce qui nécessitait une réponse légale. Ma mère envoyait des cartes d'anniversaire sans adresse de retour. Je les ai gardées non ouvertes dans une boîte pendant plusieurs mois, puis j'ai demandé à mon thérapeute pourquoi je préservais une porte que je n'avais pas l'intention d'ouvrir. Finalement, je les ai jetées. À la conférence de Genève, j'ai dit au public que les entreprises familiales échouent souvent, non pas parce que les parents ne sont pas d'accord, mais parce que l'affection est utilisée pour exempter certaines personnes de toute responsabilité. J'ai expliqué comment les contrôles protègent les relations en empêchant la confiance de devenir le seul système. Après, une jeune femme s'est approchée de moi et m'a dit que ses parents l'avaient pressée de signer des documents de prêt qu'elle ne comprenait pas. Elle avait supposé que demander un avis indépendant la rendrait déloyale. Elle prévoyait de parler à un avocat avant de signer quoi que ce soit. La chose la plus importante que j'ai récupérée n'était pas de l'argent. C'était le droit de définir ce que la loyauté exigeait. Lors de ma dernière soirée à Genève, je me suis promené au bord du lac avec la lettre de ma grand-mère pliée dans la poche de mon manteau. J'ai pensé à la femme que j'avais été à l'aéroport, figée, humiliée, attendant que les gens qui l'avaient blessée se retournent et prouvent qu'ils l'aimaient encore. Ils ne se sont jamais retournés. Une inconnue s'est avancée à la place, mais elle ne m'a pas emporté loin des conséquences.
Elle a pointé du doigt les preuves, la loi et les choix que j'avais encore. J'avais fait le reste, lentement. C'est pourquoi le plan de ma famille a échoué. Ils croyaient que prendre mon passeport, mon téléphone et mon argent me rendraient impuissante. Ils n'avaient pas compris qu'un contrôle bâti sur le secret s'effondre lorsque la personne contrôlée arrête de protéger le secret. Je n'ai jamais retrouvé la famille que je pensais avoir, car cette famille existait principalement dans mon espoir. Ce que j'ai construit par la suite était plus petit, plus calme et réel, des amis de confiance, des limites claires, un travail qui a du sens et une vie à laquelle personne ne pouvait accéder en l'exigeant. J'ai ressenti du chagrin, de la colère, du soulagement et finalement de la distance. Leur chute ne m'a pas guéri. Ma décision d'arrêter de les secourir l'a fait. À l'aéroport, mon père m'avait regardé alors que la sécurité les encerclait, et la peur avait remplacé la certitude sur son visage. À l'époque, je pensais qu'il avait peur d'être arrêté. Plus tard, j'ai réalisé qu'il avait peur parce que la fille qu'il avait formée à absorber chaque conséquence avait finalement permis à l'une d'elles de l'atteindre. C'est à ce moment-là que leur pouvoir a pris fin. Pas quand le conseil a voté. Pas quand l'audit a exposé Nordstar. Pas quand le tribunal a approuvé la restitution. Il a pris fin quand j'ai compris que me protéger n'était pas de la vengeance. Et refuser de cacher leur choix n'était pas de la trahison. Mon passeport a été remplacé en quelques semaines. Reconstruire mon jugement a pris plus de temps. Mais quand j'ai embarqué pour mon vol de retour de Genève, je portais les deux avec confiance. Ma famille avait autrefois prévu de me laisser en plan et de revenir avec le contrôle de mon avenir. Au lieu de cela, ils ont perdu l'entreprise, l'argent qu'ils ont volé, les réputations qu'ils gardaient et l'accès qu'ils avaient pris pour permanent. J'ai gardé mon héritage, mais plus important encore, j'ai gardé mon nom, ma voix et la liberté de décider qui méritait une place dans ma vie. Et s'il y a une leçon que j'espère que vous retiendrez de mon histoire, c'est celle-ci: les gens qui exigent votre silence au nom de la famille protègent souvent quelque chose qui ne peut pas survivre à la vérité. Nous remercions chaque spectateur qui est resté avec l'histoire jusqu'au dernier moment. Tous les événements de cette vidéo sont fictifs et destinés uniquement à la narration dramatique et à la réflexion. Nous espérons que cela vous encouragera à comprendre que protéger votre paix peut changer la façon dont les autres vous voient, mais cela peut aussi changer la profondeur avec laquelle vous commencez enfin à vous respecter.